est 19 h à Paris, 19 h à Berlin. Bonsoir à tous. L'Allemagne a-t-elle cédé à la France? A-t-elle accepté une politique d'investissement en échange de réformes promises par Paris? Y a-t-il eu un accord donnant-donnant? Eh bien, on en parle dans notre débat à 19 h 10 avec Alexis Bachelet, député socialiste, et Markus Kerber, illibéral, voire même ultra-libéral, en direct de Berlin. Après quelques bonnes nouvelles concernant le virus Ebola, notamment une femme médecin de MSF qui est guérie aujourd'hui, le Nigeria qui affirme avoir endigué la maladie. La mauvaise nouvelle, c'est que l'on apprend ce soir qu'un troisième employé des Nations Unies est décédé du virus. Les ministres européens des Affaires étrangères se sont réunis aujourd'hui à Luxembourg. Ils se sont engagés à faire des efforts pour lutter contre le virus. Ils promettent 300 millions d'euros d'aide. Et puis, inauguration en ce moment même de la fondation Louis Vuitton à Paris, au Bois de Boulogne. Ces images en direct, vous voyez Jacques Lang, ancien ministre français de la Culture. C'est le tout Paris qui est à cette inauguration. C'est 11 000 mètres carrés dédiés à l'art. Vous voyez ici le comédien Alain Delon, à nouveau Jacques Lang. Un espace en verre, tout en verre, en forme de voilier. Et c'est un homme qui l'a financé, c'est Bernard Arnault, le patron d'LVMH. On en reparle de cette inauguration dans ce journal. Emmanuel Macron et Michel Sapin se sont donc rendus aujourd'hui à Berlin. Ils sont venus demander à l'Allemagne d'investir, de sortir de l'argent. Le ministre de l'économie est même allé jusqu'à parler d'un partenariat donnant-donnant. La France fait 50 milliards d'économies et l'Allemagne, elle, en dépense 50. Claire Bonichon. Paris et Berlin sur la voie d'un accord pour stimuler l'investissement en Europe. Nous nous sommes mis d'accord pour travailler d'ici le prochain Conseil franco-allemand, le 1er décembre, à produire un document commun sur les possibilités d'investissement dans nos deux pays et sur nos vues communes pour l'Europe. L'investissement pour relancer la croissance en Europe. Une croissance en berne un peu partout. Si l'Allemagne, première économie de la zone euro, a revu ses prévisions à la baisse à 1,3% cette année, Paris, de son côté, prévoit seulement une hausse de 0,4%. La situation économique en eurozone est moins bonne que celle qui était prévue. Largement moins bonne que celle qui était prévue. Il faut savoir réagir par rapport à cette situation. À l'occasion de cette visite, il a aussi été évidemment question de la validation du budget français par Bruxelles. Un budget 2015 pour lequel Paris a été ouvertement critiqué par plusieurs de ses partenaires. La France prévoit encore un déficit public à 4,4% de son produit intérieur brut, supérieur à la règle européenne des 3%. Je n'ai rien demandé à l'Allemagne, parce que la France n'a pas à demander quelque chose à l'Allemagne, comme l'Allemagne ne demande pas quelque chose à la France sur son budget. Alors, pour convaincre et éviter d'éventuelles sanctions de la Commission européenne, Paris s'est engagé à faire des réformes et à réduire de 50 milliards d'euros les dépenses publiques dans les 3 ans à venir. Le nouveau président indonésien a prêté serment ce lundi. Joko Widodo est le premier président sans lien avec le régime de l'ancien dictateur Suharto. Vous le voyez sur ces images, il a été acclamé à Jakarta par 500 000 partisans. Et parmi les dirigeants présents à cette cérémonie d'investiture, on notera la présence du Premier ministre australien Tony Abbott ou encore du secrétaire d'État américain John Kerry. Plus de 24 000 policiers étaient déployés à Jakarta à cette occasion. Le président Widodo a promis de lutter en priorité contre la corruption, mais également de réduire la pauvreté. Près de 40% des Indonésiens vivent avec moins de $2 par jour. Il risque jusqu'à 5 ans de prison. 2 journalistes français, ils ont été arrêtés pour avoir fait un reportage sans autorisation sur des rebelles séparatistes de Papouasie. Thomas Dandois et Valentine Bourra ont été interpellés le 6 août dernier. Ils avaient un visa de touriste et non pas de journaliste. Le verdict pourrait être rendu ce vendredi. Et puis sachez qu'un rassemblement aura lieu ce samedi à l'Hôtel de Ville à Paris. Rassemblement qui va être organisé, par le comité de soutien aux 2 journalistes.
Je vous annonçais aujourd'hui 2 bonnes nouvelles concernant l'épidémie d'Ebola. La première, eh bien, c'est cette médecin de MSF soignée à Oslo. Eh bien, on a appris qu'elle était guérie. Par ailleurs, on a appris également que le Nigeria avait endigué la maladie. C'est en tout cas ce qu'affirment les autorités nigérianes. En revanche, ce soir, on apprend qu'un 3e employé des Nations Unies est décédé d'Ebola. C'est ce qu'annonce un porte-parole de l'ONU. Aujourd'hui, les ministres européens des Affaires étrangères se sont rendus à Luxembourg. L'Union européenne promet au moins 500 millions d'euros d'aide. Inès Olagaray. Jusqu'ici, l'Union européenne avait promis 500 millions d'euros pour aider les principaux pays touchés par le virus Ebola. Mais pour le Royaume-Uni, c'est insuffisant. Lundi au Luxembourg, le chef de la diplomatie britannique a encouragé ses homologues à doubler cette participation. Nous avons besoin de ce fonds d'1 milliard d'euros. C'est une crise sanitaire majeure. Nous avons eu une très petite fenêtre d'action pour éviter la propagation incontrôlable de cette maladie. C'est un investissement nécessaire. L'argent doit être réparti sur la fourniture de lits supplémentaires et des installations de mise en quarantaine dans les pays touchés. C'est le seul moyen d'arrêter la propagation et de s'assurer que les gens soient traités le plus rapidement possible. Les ministres européens des Affaires étrangères se sont engagés à fournir un effort accru à la Guinée, la Sierra Leone et le Libéria. Ils ont également décidé de nommer un coordinateur européen pour lutter contre la propagation du virus Ebola. Je pense que c'est un pas très important parce qu'il faut que tout le monde s'y mette pour lutter contre cette épidémie très grave. Et ce coordinateur que nous allons nommer au niveau européen va veiller à ce que d'une part, l'action soit efficace au plan européen et que chaque pays fasse ce qu'il doit faire. Ce coordinateur devrait être nommé d'ici la fin de la semaine. Il sera ensuite basé au centre de coordination des réponses d'urgence de la Commission européenne à Bruxelles. C'est ce même centre qui coordonnera l'évacuation des travailleurs humanitaires en cas d'infection. L'UE s'est engagée à garantir leur rapatriement d'urgence, qui sera financé par la Commission européenne. À Kobané, les affrontements se poursuivent entre les Kurdes et les djihadistes de l'organisation de l'État islamique. Les Américains ont fait parvenir des armes aux Kurdes. Pour John Kerry, chef de la diplomatie américaine, ne pas aider les Kurdes serait irresponsable. La Turquie, de son côté, décide d'aider indirectement Kobané en facilitant le passage des Kurdes, mais des Kurdes irakiens. On écoute le ministre turc des Affaires étrangères. Le gouvernement régional du Kurdistan irakien a annoncé travailler en coopération avec la Turquie et les États-Unis en ce qui concerne l'aide pour Kobané. En ce moment, nous aidons les Peshmerga à entrer dans Kobané pour qu'ils apportent leur soutien. Au Yémen, on l'a appris il y a une demi-heure, une quinzaine de personnes, dont des enfants, ont été tuées dans un attentat suicide qui a eu lieu, apprend-on, dans le centre du Yémen, précisément dans la localité de Rada. Et visiblement, cet attentat suicide visait des rebelles chiites. Voilà ce que l'on a appris il y a quelques minutes. Donc un peu plus de détails concernant cet attentat qui a secoué la localité de Rada au Yémen et qui a fait au moins 15 morts et parmi les victimes des enfants. Paris, capitale mondiale des arts. Cette semaine, l'agenda est chargé. Jeudi, ce sera le coup d'envoi de la FIAC, qui est l'une des plus grandes foires internationales, vous savez, d'art contemporain. C'est au Grand Palais. Samedi, le musée Picasso rouvre ses portes après 5 ans de travaux. Et ce soir, c'est l'inauguration qui a lieu en ce moment même de la Fondation Louis Vuitton en présence de François Hollande. C'est un édifice de plus de 11 000 mètres carrés de superficie, tout en verre, qui ressemble à un voilier. Vous le voyez là derrière moi. Claire Bonichon revient pour nous sur cette inauguration et sur cette fondation financée par un homme, le patron d'LVMH, Bernard Arnault. Au cœur du bois de Boulogne, le bâtiment flambant neuf de la Fondation Louis Vuitton fait déjà partie du paysage parisien. Un bâtiment unique, un bijou d'architecture que s'est offert l'empereur français du luxe pour abriter les œuvres de sa fondation. L'apport créatif de tous les designers, de tous les inventeurs, de tous les ingénieurs qui travaillent chez nous méritait d'être un peu récompensé d'une manière philanthropique. Et c'est pour ça que nous avons démarré dès le début des années 90 des actions de mécénat qui ont fait que le groupe LVMH est devenu un des premiers mécènes français. 5 ans de travaux qui ont donné naissance à 12 voiles de verre, un vaisseau de 46 mètres de haut, 150 mètres de long
11 000 mètres carrés, un exceptionnel musée privé, le plus important en France depuis la création de la Fondation Cartier il y a 30 ans. J'ai passé toute ma vie avec les artistes. Et je pense que le rôle d'un bâtiment comme celui-ci est d'inspirer les artistes. D'expérience, je sais qu'il joue avec les volumes. Et ce bâtiment a été conçu pour cette interaction et pas uniquement pour être regardé seul. Pour l'instant, seules quelques œuvres ont pris place dans le musée. Une installation monumentale d'Olafur Eliasson créée spécialement pour l'occasion, ou encore L'homme dans la boue du sculpteur allemand Thomas Schütte. Pour le reste, rendez-vous dès l'ouverture officielle le 27 octobre prochain. La Fondation table sur plus de 700 000 entrées par an. Tout de suite, le débat.